Avant le lever du soleil, le 15 décembre 1890, plus de 40 policiers tribaux chevauchèrent à travers la neige en direction d'une petite cabane en rondins sur la rivière Grande, dans le territoire du Dakota. À l'intérieur, un vieil homme dormait. Ils étaient venus pour l'arrêter, et en l'espace de quelques minutes, il serait mort, abattu par des hommes de sa propre nation, qui parlaient sa langue et qui avaient autrefois suivi ses ordres. Son nom était Sitting Bull, et ce qu'il y a d'étrange dans la manière dont il est mort, c'est qu'elle n'avait rien d'unique. Aligner les dernières heures de neuf des plus célèbres chefs autochtones du XIXe siècle, et les mêmes formes ne cessent d'apparaître. Un drapeau de trêve, une pièce verrouillée, une cause de décès qu'aucun livre de médecine ne contient. Alors pourquoi 9 fins, dispersées sur 30 ans, se lisent-elles presque comme une seule histoire, racontée 9 fois? Cette histoire ne commence pas vraiment dans cette cabane. Elle commence par une promesse, ou plus précisément, par ce qui est arrivé à toute une série de promesses faites à des hommes qui ont chacun cru, au moins une fois, que les combats pouvaient se terminer par des mots plutôt que par des balles. Nous allons parcourir 9 de ces fins, dans l'ordre où elles se sont produites, de 1863 à 1911. Certains de ces hommes, vous les connaîtrez. Quelques-uns, vous n'en aurez peu, être jamais entendu parler. Quand nous atteindrons le dernier, le schéma sera impossible à ignorer. Nous commençons dans le désert. En janvier 1863, dans les montagnes de ce qui est aujourd'hui le sud du Nouveau-Mexique, le chef Apache, le plus redouté encore en vie, était un vieil homme d'une 60aine d'années avancées, nommé Mangus Coloradas. Il était immense pour les standards de son époque, bien au-delà d'1,80 m, avec une réputation qui s'étendait à travers 2 pays. Pendant des décennies, il avait combattu l'armée mexicaine dans le désert de Chihuahua, puis les Américains qui vinrent après. Mais à l'hiver de 1863, Mangus était fatigué. Il avait vu les combats engloutir une génération de son peuple et il avait commencé à croire qu'il existait peu, être un moyen de faire la paix avec les soldats des nouveaux campements miniers près des collines de Pinos Altos. Alors, quand la nouvelle lui parvint que les Américains voulaient parler, il y alla. Ses propres guerriers le supplièrent de ne pas y aller. Il y alla quand même, portant un drapeau de trêve, marchant vers une rencontre qu'il croyait protégée par la plus ancienne règle de la guerre qui soit. Dès son arrivée, les soldats le firent prisonnier. Il fut amené dans un endroit appelé Fort McLean et gardé sous surveillance toute la nuit, et c'est là que les archives documentées prennent un tour véritablement sombre. Un jeune mineur nommé Daniel Ellis Connor était là cette nuit-là, et des années plus tard, il mit par écrit ce qu'il avait vu. Les soldats qui gardaient le vieux chef firent chauffer leurs baïonnettes dans le feu et pressèrent le métal brûlant contre ses pieds et ses jambes pendant qu'il dormait. Quand Mangus se réveilla et protesta, ils lui tirèrent dessus. Le rapport officiel déclara qu'il avait été tué en tentant de s'évader. On se serait attendu à ce que quelqu'un dans la chaîne de commandement remette en question cette version. Personne ne le fit, et cela ne s'arrêta pas à sa mort. Son corps fut mutilé, sa tête retirée, le crâne bouilli jusqu'à l'os, et finalement envoyé vers l'Est, à un phrénologue qui aimait mesurer les têtes des hommes célèbres. Le chef qui était venu sous un drapeau de trêve, espérant mettre fin à une guerre, devint un objet dans la collection de quelqu'un. Retenez 2 détails de cette première histoire, car vous allez les revoir. Le drapeau de trêve, qui ne signifiait rien, et le corps auquel on ne permit pas de simplement reposer. 10 ans plus tard, et quelques centaines de kilomètres vers l'ouest, dans le pays volcanique noir du nord de la Californie, un type de chef très différent commettait une erreur très similaire. Son nom était Quintpoche, bien que les soldats et les colons l'appelaient Capitaine Jack. Il dirigeait les Modocs, une petite nation qui avait été repoussée sur une réserve qu'elle partageait avec malaise avec une tribu rivale. En 1872, après des années de pression, Capitaine Jack et quelques dizaines de partisans s'enfuirent et trouvèrent refuge dans les champs de lave des Modocs, un labyrinthe de roches noires durcies, si difficile à traverser que cette poignée de familles Modoc tint en échec l'armée des États-Unis pendant des mois. Cela devint une affaire nationale. Les journaux de lait suivaient chaque dépêche. Finalement, le gouvernement envoya une commission de paix, dirigée par un général nommé Edward Canby,
pour négocier une reddition. Et là, Capitaine Jack fit face à un choix impossible. Son propre peuple était divisé. Certains voulaient la paix, d'autres l'accusaient de lâcheté et le poussaient à frapper les premiers pour prouver que les soldats pouvaient être battus. Sous une pression énorme et contre ses propres instincts, il accepta un plan pour attaquer les commissaires pendant les pourparlers. Le jour de la rencontre, Capitaine Jack tira et tua le général Canby, le seul général de l'armée des États-Unis jamais tué pendant les guerres indiennes. Toute la sympathie que le public avait pu avoir pour les Modocs s'évapora du jour au lendemain. L'armée envoya des renforts massifs, la résistance s'effondra et Capitaine Jack fut capturé et jugé. Le 3 octobre 1873, il fut pendu à Fort Klamath aux côtés de 3 de ses hommes. Et puis vint la partie qui, encore aujourd'hui, n'a pas tout à fait de sens. Son corps fut décroché, embaumé, et selon les témoignages, transporté vers l'Est pour être exhibé comme une curiosité, un chef indien pendu que les gens payaient pour voir. Sa tête, comme celle de Mangus Coloradas avant lui, fut retirée et envoyée à un musée médical à Washington. 2 hommes, 10 ans et 1600 kilomètres d'écart, et la même sinistre vie après la mort. Ce qui fait que la 3e histoire se distingue, car c'est celle qui brise le schéma. En juin 1874, dans les montagnes Dragoon du sud de l'Arizona, un autre chef Apache Chiricahua était en train de mourir. C'était Cochise, l'un des plus brillants commandants de guérilla que la frontière ait jamais produit. Pendant plus d'une décennie, il avait combattu l'armée jusqu'à l'impasse depuis une forteresse cachée dans les rochers, un endroit si bien dissimulé que les soldats pouvaient passer à moins de 2 kilomètres sans jamais trouver l'entrée. Mais contrairement à presque tous les autres dans cette histoire, Cochise avait réussi quelque chose de rare. Il avait négocié une paix selon des termes proches des siens, et il l'avait fait sans tomber dans un piège. Et Cochise, plus que quiconque, savait exactement à quoi ressemblait un piège, parce que sa guerre entière avait commencé par un piège. En 1861, un jeune lieutenant de l'armée, inexpérimenté, nommé George Bascom, avait convoqué Cochise à une rencontre sous drapeau de trêve, l'accusant à tort d'avoir enlevé l'enfant d'un éleveur. Cochise vint de bonne foi, nia les faits, et proposa d'aider à retrouver le garçon. Bascom tenta de l'arrêter sur le champ. Cochise trangea le côté de la tente et s'échappa avec une balle dans le corps, mais plusieurs de ses proches furent capturés et dans l'affrontement qui suivit, ils furent pendus. Cette trahison, lors de cette rencontre, sous ce drapeau, est ce qui transforma Cochise d'un homme en paix avec les Américains en l'un de leurs ennemis les plus implacables pendant les 10 années suivantes. Alors quand Cochise finit par faire la paix en 1872, il la fit lentement, prudemment et sur un terrain de son choix. Il avait retenu la leçon qui avait coûté la vie à Mangus Coloradas, et il l'avait retenue assez tôt pour y survivre. Cochise ne fut pas tué. Il ne fut pas pendu, pas embroché à la baïonnette, pas abattu en tentant de s'évader. Il mourut de maladie, très probablement un mal d'estomac, en homme libre dans son propre pays, entouré de son propre peuple. Et ce que son peuple fit ensuite montre à quel point ils avaient appris à protéger leur chef, même dans la mort. Ils enterrèrent Cochise en secret, quelque part au plus profond des montagnes Dragoon, et ils firent passer et repasser leurs chevaux sur la tombe pour en effacer toute trace. Puis ils ne dirent jamais à personne où elle se trouvait. À ce jour, nul ne le sait. L'emplacement de la tombe de Cochise est mort avec la dernière personne qui s'en souvenait. Pensez à pourquoi cela compte. Dans un monde où les corps de Mangus Coloradas et de Capitaine Jack furent exhumés, mis en boîte et exposés, le peuple de Cochise fit absolument en sorte que cela ne lui arrive jamais. Sa tombe est vide de visiteurs parce qu'elle a été conçue pour l'être. C'est, à sa manière, la seule fin véritablement réussie de tout ce film. Ce qui devrait vous en dire long sur les 8 autres qui l'entourent. Car à peine 3 ans plus tard, la reddition qui se transforme en meurtre revint, et cette fois elle impliqua l'un des noms les plus célèbres des Grandes Plaines. En 1877, la guerre pour les plaines du Nord touchait à sa fin, et Crazy Horse le savait. C'était le chef de guerre, Oglala Lakota, qui, 1 an plus tôt, avait aidé à anéantir le commandement de Custer à la Little Bighorn.
mais l'hiver qui suivit fut impitoyable. L'armée pourchassa les bandes restantes sans relâche, les bisons disparaissaient et le peuple mourait de faim. En mai 1877, pour sauver ses partisans de cette mort lente, Crazy Horse fit la chose qu'il avait juré de ne jamais faire. Il amena son peuple à Fort Robinson, dans le Nebraska, et se rendit. Pendant quelques mois, régna un calme précaire. Mais le fort grouillait de rumeurs et de soupçons. Les officiers entendirent, probablement à cause d'une erreur de traduction, que Crazy Horse préparait une fuite ou une reprise des combats. La confiance se brisa complètement. En septembre, des soldats vinrent l'arrêter et Crazy Horse, croyant qu'il allait simplement parler avec le commandant, les suivit sans résistance. Ce n'est que lorsque les soldats le conduisirent vers le poste de garde et qu'il vit la porte barrée et les cellules de fer à l'intérieur qu'il comprit ce qui se passait. Le guerrier le plus redouté des plaines était mené vers une cage. Il se débattit, il recula devant la porte, et dans la confusion du moment, un soldat de faction lui enfonça une baïonnette dans le corps. Crazy Horse fut transporté dans le bureau de l'adjudant, où il resta étendu sur le sol tout au long de la soirée, refusant le lit de camp parce qu'il appartenait à l'armée. Son père resta à ses côtés. Il mourut tard dans la nuit, le 5 septembre 1877, sous la garde du gouvernement auquel il était venu se joindre en paix. Il avait environ 37 ans. Aucune photographie authentifiée de lui n'est connue, ce qui signifie que le nom le plus reconnaissable des guerres indiennes n'a pas de visage dont on puisse être certain. Ses parents prirent son corps et le cachèrent, et comme pour Cochise, ils ne révélèrent jamais l'emplacement. Le voilà encore, le schéma. L'homme qui se présente pour mettre fin au combat, tué au moment même où on l'enferme. Et si cette histoire vous semble familière, c'est normal, car nous revenons enfin à la cabane où tout cela a commencé. Sitting Bull était le saint homme et chef Hunkpapa Lakota, dont la vision avait prédit la victoire à la Little Bighorn. Après cette bataille, il mena son peuple en sécurité de l'autre côté de la frontière, au Canada, restant libre pendant des années, tandis que d'autres se rendaient. Quand il revint finalement et se livra en 1881, il devint étrangement une célébrité. Il fit une tournée avec le spectacle du West sauvage de Buffalo Bill, signant des autographes, observé par des foules qui ne savaient que penser de lui. Mais en 1890, un nouveau mouvement se répandait à travers les réserves, un renouveau spirituel appelé la danse des esprits, qui promettait que l'ancien monde reviendrait et que les morts ressusciteraient. Il effraya profondément le gouvernement. Les responsables se convainquirent que Sitting Bull, bien qu'il n'ait eu que peu à voir avec l'origine du mouvement, était l'homme capable de le transformer en soulèvement. Alors ils ordonnèrent son arrestation, et dans une décision porteuse de sa propre cruauté discrète, ils envoyèrent la police de l'agence indienne pour l'exécuter. Des hommes Lakotas arrêtant un chef Lakota avant l'aube, dans sa propre maison. Nous savons déjà comment se déroulèrent les minutes suivantes. Les policiers tirèrent Sitting Bull de son lit, une foule de ses partisans se rassembla dans l'obscurité et le froid. Quelqu'un tira, et dans le chaos qui s'ensuivit, l'un des policiers abattit Sitting Bull d'une balle dans la tête et dans la poitrine. Son fils de 10 à 7 ans, Crowfoot, fut tué dans la même échauffourée. L'homme qui avait résisté à l'armée pendant des années, qui avait vécu libre plus longtemps que presque tous les autres dans cette histoire, disparut dans l'espace d'une lutte à sa propre porte, tué par des hommes de sa propre nation. 2 semaines plus tard, à 160 km au sud, la peur qui l'avait tué allait se déverser dans le massacre de Wounded Knee. Mais c'est une histoire qui mérite d'être racontée à part entière. Si vous êtes encore avec moi à ce stade, j'en suis content et je vous demanderai une petite chose. Abonnez-vous à la chaîne. Ce sont les histoires qui se retrouvent aplaties en une seule ligne dans un manuel scolaire, et j'essaie de leur donner le temps qu'elles méritent vraiment. C'est tout. Continuons, car les morts qui suivent sont plus silencieuses, et à certains égards plus difficiles à regarder, parce que personne n'a tiré un seul coup de feu. Quand le chef Joseph mourut, les guerres étaient terminées. Joseph était un chef des Nez Percés, de la vallée de Ualua, dans ce qui est aujourd'hui le nord-est de l'Oregon, un paysage de lacs profonds et de hautes herbes où son peuple avait vécu pendant des générations. En 1877,
refusant d'être poussé vers une réserve lointaine, Joseph et environ 800 nez percés, pour la plupart des femmes, des enfants et des anciens, tentèrent de fuir vers le Canada. Ce qui suivit fut l'une des retraites les plus remarquables de l'histoire militaire. En à peu près 3 mois, ils parcoururent plus de 1600 kilomètres, déjouant et surpassant au combat les colonnes lancées à leur poursuite, jusqu'à ce qu'ils soient finalement encerclés à environ 65 kilomètres de la frontière. C'est là que Joseph prononça le discours de reddition qui le rendit célèbre, terminant par cette phrase « Je ne combattrai plus à jamais », et il ne le fit plus jamais. Mais la promesse qui lui avait été faite, que son peuple pourrait rentrer chez lui, fut rompue presque immédiatement. Au lieu de cela, ils furent envoyés sur des terres chaudes et infestées par la malaria, loin vers le sud, où beaucoup d'entre eux, y compris plusieurs des propres enfants de Joseph, tombèrent malades et moururent. Joseph passa le reste de sa vie à faire des pétitions, à voyager à Washington, à rencontrer des présidents, à demander avec une dignité inébranlable une seule chose, qu'on l'autorise à rentrer chez lui, dans la vallée de Ualua. On ne l'y autorisa jamais. Il mourut le 21 septembre 1904, dans la réserve de Colville, dans l'État de Washington, à des centaines de kilomètres de la vallée qu'il avait passé 27 ans à tenter de rejoindre. Il était assis au coin du feu un soir quand il s'effondra, et voici le détail qui reste gravé dans les mémoires. Le médecin de la réserve, un homme nommé Édouard Latham, consigna la cause du décès. Il écrivit que le chef Joseph était mort d'un cœur brisé. Ce n'est pas un diagnostic médical. Cela n'apparaît jamais sur un certificat. Mais le médecin qui l'avait vu partir ne trouva pas de mot plus juste, alors il l'écrivit. Et cette mention suit le nom de Joseph depuis plus d'un siècle. Un cœur brisé n'est pas une blessure qu'on peut montrer du doigt, mais c'est exactement ce que la captivité était conçue pour produire, et l'homme suivant en endura plus que quiconque. Geronimo est peu, être le nom le plus célèbre de toute cette histoire, et presque tout ce que les photographies célèbres captent de lui provient de la mauvaise partie de sa vie. Les photographies féroces, les raids, les années à mener les derniers irréductibles Apaches à travers les montagnes d'Arizona et du Mexique, tout cela prit fin en 1886 quand Geronimo se rendit pour la dernière fois. On lui promit qu'après une période d'éloignement, lui et son peuple seraient autorisés à retourner en Arizona. Cette promesse, comme presque toutes les autres dans ce film, ne fut pas tenue. Au lieu de cela, Geronimo devint prisonnier de guerre, et il le resta pour le restant de ses jours, 23 ans. Il fut d'abord envoyé en Floride, puis en Alabama, et enfin à Fort Sill, dans l'Oklahoma, toujours sous surveillance, jamais libre de partir, regardant le climat et l'enfermement tué des enfants Apaches par dizaines. Et dans un retournement qui dit tout sur la façon dont l'Amérique apprenait à consommer les peuples même qu'elle avait vaincus, Geronimo passa ses dernières années comme attraction payante. Il apparut dans des foires internationales, il défila lors de la parade inaugurale de Theodore Roosevelt, il vendit des photographies, des autographes et les boutons de son propre manteau à des touristes. Un prisonnier de guerre transformé en stand à souvenirs, alors que toujours, sans cesse, on lui refusait la seule chose qu'il demandait, à savoir rentrer chez lui. Il mourut le 10 à 7 février 1909, et la façon dont cela arriva est d'une banalité presque insoutenable. Une nuit, il rentrait à cheval vers Fort Sill, et il tomba de sa monture, et il resta étendu sur le sol glacé pendant des heures avant que quelqu'un ne le trouve. Il attrapa une pneumonie. Sur son lit de mort, selon son neveu, il dit qu'il n'aurait jamais dû se rendre, qu'il aurait dû combattre jusqu'à être le dernier homme debout. Il mourut toujours classé comme prisonnier de guerre, dans la 23e année d'une captivité qui devait en durer 2. Il fut enterré à Fort Sill, dans l'Oklahoma, et il y repose encore. Il ne revit jamais l'Arizona. Ce mot encore, chez soi. Il court sous chacune de ces histoires comme une rivière souterraine, et les 2 derniers hommes vous en montrent les 2 faces, car pour l'un d'entre eux, la tragédie fut qu'il avait gagné. Voici une question qui semble ne pas pouvoir avoir de réponse. Quel chef autochtone mena une véritable guerre contre les États-Unis et la remporta clairement? La réponse est Red Cloud, et il est le seul. Dans les années 1860,
quand l'armée construisit une série de forts le long d'une piste qui traversait en plein cœur les terrains de chasse les plus précieux des Lakota, Red Cloud mena une campagne si efficace qu'en 1868, le gouvernement capitula. Ils signèrent un traité, abandonnèrent les forts et les brûlèrent derrière eux, tandis que les guerriers de Red Cloud regardaient depuis les collines. Le traité de Fort Laramie qui suivit garantit aux Lakotas un immense territoire, incluant les collines noires sacrées pour aussi longtemps que l'herbe pousserait. L'herbe continua de pousser. Le traité ne dura pas une décennie. Quand on trouva de l'or dans les collines noires, les colons affluèrent. Le gouvernement tenta d'acheter la terre, et quand cela échoua, il la prit tout simplement. Tout ce que Red Cloud avait gagné à un tel prix fut défait de son vivant, et il dut prendre une décision que des hommes comme Crazy Horse et Sitting Bull n'eurent jamais à affronter. Continuer à mener une guerre qui ne pouvait plus être gagnée, ou tenter de protéger son peuple de l'intérieur d'un système qui lui avait déjà manqué de parole. Il choisit la survie. Il passa le reste de sa longue vie dans la réserve de Pie Ridge, négociant, faisant des compromis, critiqué par certains des siens pour avoir plié, et regardant le monde qu'il avait défendu rétrécir année après année. Red Cloud mourut le 10 décembre 1909, vieil homme, aveugle, dans la réserve qui contenait désormais ce qui restait de la nation qu'il avait un jour menée à sa plus grande victoire. Il ne fut pas abattu, il ne fut pas pendu. Sa mort fut lente et silencieuse, et à certains égards, c'est la plus cruelle de toutes ici, parce qu'il vécut assez longtemps pour voir son propre triomphe effacé en temps réel. Il eut le droit de garder sa vie. Il dut simplement regarder tout ce pourquoi cette vie avait eu un sens être démantelée. Ce qui nous amène, enfin, au 9e homme, et aux détails qui nouent toute cette histoire. Quanah Parker était le dernier chef des Comanches, et pour comprendre sa mort, il faut comprendre sa naissance. Le père de Quanah était un chef de guerre Comanche, mais sa mère était une femme blanche nommée Cynthia Ann Parker, qui avait été capturée à l'âge de 9 ans lors d'un raid au Texas en 1836 et qui grandit entièrement Comanche, épousa un chef, et de l'avis de tous, aima la vie dans laquelle elle avait été emportée. En 1860, des Rangers du Texas attaquèrent son village et la reprirent de force, la traînant vers une société blanche dont elle ne se souvenait plus avec sa fille en bas âge. Elle passa le reste de sa vie à essayer de retourner chez les Comanches et auprès des Fils dont elle avait été séparée. Elle n'y parvint jamais. Elle mourut dans le chagrin et sa fille mourut jeune, et l'on dit que Cynthia Ann elle-même mourut de quelque chose de très proche de ce que le médecin du chef Joseph écrirait plus tard, un cœur brisé. Son fils Quanah grandit pour devenir le chef Comanche le plus redoutable de sa génération, menant les dernières bandes libres à travers les plaines du Texas jusqu'en 1875, quand les bisons eurent disparu et qu'il ne restait plus rien pour quoi tenir. Et c'est là que Quanah fait quelque chose qu'aucun des autres dans cette histoire n'eut la chance de faire. Il se rendit, et puis il vécut longtemps, et il utilisa ce temps. Il devint éleveur, juge, négociateur, un homme riche et influent qui naviguait entre deux mondes avec un talent remarquable. En termes stricts de survie, Quanah avait gagné. Mais il ne cessa jamais d'être le fils d'une captive. Pendant des années, il rechercha la tombe de sa mère. Quand il localisa finalement les restes de Cynthia Ann, il les fit déplacer et réinhumer dans l'Oklahoma, près de l'endroit où il comptait lui-même reposer. Quanah Parker mourut le 23 février 1911, et il fut enterré aux côtés de la Mère Blanche qui avait été ravie par son peuple, puis arrachée à lui. La captivité qui avait ouvert l'histoire de sa famille trouva, tout à la fin, une réponse dans le geste d'un fils, s'assurant qu'au moins dans la mort, personne ne serait emporté pour être abandonné quelque part, seul. Alors, regardez-les maintenant, tous les 9, mis bout à bout. Mongoose Coloradas, qui fit confiance à un drapeau de trêve. Capitaine Jack, pendu puis exhibé. Cochise, celui qu'ils ne purent atteindre, même sous terre. Crazy Horse, tué à la porte d'une cellule qu'il était venu en paix pour éviter. Sitting Bull, abattu avant l'aube par des hommes de sa propre nation. Le chef Joseph, mort d'un chagrin que son propre médecin ne put renommer. Geronimo, prisonnier pendant 23 ans d'une peine de 2 ans.
Red Cloud, qui avait gagné, puis regarda sa victoire se dissoudre, et Quanah Parker, le fils d'une captive, fermant un cercle resté ouvert pendant 75 ans, 9 hommes, 9 morts, et la même poignée de formes, encore et encore. La promesse qui ne fut pas tenue, la reddition qui se transforma en meurtre, le corps qu'on ne voulut pas laisser reposer, et le chagrin qui survécut à l'homme. J'ai dit au début que je ne vous livrerai pas de verdict, et je n'en livrerai pas, parce que je ne pense pas que ces histoires en aient besoin. Les détails font le travail. Quand la même fin se produit une fois, c'est une tragédie qui concerne un seul homme. Quand elle se produit 9 fois en 30 ans, à des chefs qui ne se sont jamais rencontrés, dans des déserts et des plaines séparées par 1600 kilomètres, cela cesse d'être une histoire sur 9 individus. Cela devient une histoire sur la forme de ce qui leur a été fait à tous. Ce matin-là, sur la rivière Grande, là où nous avons commencé, les hommes venus arrêter Sitting Bull repartirent à cheval dans la neige. Certains d'entre eux furent enterrés des années plus tard, avec les honneurs militaires pour leur service ce jour-là. Sitting Bull fut enterré à l'agence, dans une tombe qui serait disputée et déplacée pendant des décennies, parce que même en cela, même à la toute fin, on ne lui permit pas tout à fait de simplement reposer. Si c'est le genre d'histoire que vous voulez entendre raconter lentement et raconter sans détour, l'histoire de Wounded Knee, qui suit directement l'hiver où Sitting Bull mourut, est celle à regarder ensuite. Elle est à l'écran en ce moment. Et quoi que vous reteniez de ces 9 hommes, souvenez-vous que nous connaissons leurs noms, tout simplement parce qu'ils refusèrent, chacun à sa manière, de disparaître en silence. Cela, ils y sont parvenus. Merci d'avoir regardé.